Voilà. Et puis, je vais partager mon écran parce que nous avons aussi des personnes voyantes et c'est vrai que ça peut être aidant d'avoir sous les yeux le PowerPoint, mais de toute façon, vous n'en raterez pas une miette. Anna, tu me confirmes que ça fonctionne? Ça fonctionne. J'ai juste, c'est pas en plein écran, mais ça, oui, enfin, ça va. On est... Qu'est-ce qui se passe là? Bonjour. Bonjour. Alors Oh, écoutez, ça va me saouler ça. bienvenue donc à ce webinaire sur les outils d'appui au parcours de compensation de la déficience visuelle. Là, aujourd'hui, on va faire un petit focus sur deux outils. Un outil qui est à destination particulièrement des usagers déficients visuels, mais aussi des personnes qui les accompagnent. Et un outil qui a pour cible principale les médecins, mais pas que. On en discutera. Bon, c'est une vidéo. Ah, Et je vais commencer, donc, parce que je vois qu'il y a aussi peut-être des personnes qui ne connaissent pas forcément la fédération, puisqu'on a souhaité avoir un webinaire avec un public assez élargi, parce que c'est des outils qui vraiment peuvent bénéficier à chacun. Donc, je vais quand même dire quelques mots sur la fédération rapidement. Donc, c'est une association qui a été créée en 1917, reconnue d'utilité publique en 1921 et qui comporte aujourd'hui, qui rassemble une cinquantaine de membres qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, y compris en Outre-mer, puisque nous avons un membre en Guadeloupe et un membre en Polynésie française. Le champ d'action de la fédération, il est assez large. C'est accompagner au travers de ses membres et des professionnels qualifiés l'autonomie et la citoyenneté des personnes aveugles et malvoyantes, et ce, à tous les âges de la vie, avec comme principaux moyens d'action le plaidoyer, l'information et la sensibilisation, la formation, notamment au niveau du siège fédéral à Paris, nous avons le centre Access Formation qui dispense la formation IADV, instructeur pour l'autonomie des personnes déficientes visuelles. Et puis, ce qu'on aime aussi mettre en avant, ça fait vraiment partie de l'ADN de la fédération, c'est la complémentarité entre l'expertise des professionnels de la déficience visuelle et l'expertise des usagers. C'est d'ailleurs comme ça, je vous l'expliquerai, qu'on a pu construire les outils qui vont vous être présentés ce matin. Et comme nous avons le plaisir d'avoir notre président fédéral connecté, Bruno, je te laisse peut-être dire quelques mots. Bruno, tu nous entends? Ah, je crois que ton micro est fermé, Bruno. Bruno, on ne t'entend pas. Pas. Je vais venir faire un saut dans ton bureau pour activer le micro. Bouge pas, Bruno. Audio maintenant rétabli à l'heure. Le son. Voilà, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, mon micro était coupé à mon insu et du coup, j'ai parlé dans le vide, donc c'est très bien aussi. Donc voilà, donc je voulais d'abord vous saluer les uns et les autres et vous remercier de votre présence à ce webinaire absolument important, et je remercie les équipes de la Fédération des aveugles et amblyopes de France d'y avoir travaillé. Et ça, c'est un webinaire tout à fait important dans la mesure où aujourd'hui, la fédération a la volonté très claire de s'ouvrir à d'autres partenariats que
les associations du réseau fédéral. Et je remercie notamment les structures ici présentes qui ne sont pas membres de la fédération, mais qui ont souhaité s'y joindre à notre invitation. Donc, merci vraiment de votre présence. On a aussi le souhait de produire un certain nombre d'outils, dont ceux-là, qui évidemment irriguent notre propre réseau, mais au-delà, et j'estime en tant que président que la Fédération des aveugles et amblyopes de France, comme d'autres structures, mais la nôtre en particulier, a une véritable mission d'intérêt général où on fabrique des outils qui sont disponibles pour l'ensemble des personnes. Alors, ce webinaire, il a toute sa place. Julie l'expliquera après. Il a toute sa place parce qu'il vient clôturer, je dirais, toute une démarche autour des droits des personnes déficientes visuelles et du lien avec les maisons départementales. Alors, des personnes handicapées, de l'autonomie, des personnes en situation de handicap, selon les départements. Hein, ça n'a jamais le même nom, mais en tout cas, on voit bien de quoi il s'agit. Et là, ce qui vient compléter l'édifice, c'est effectivement cette vidéo auprès des médecins ophtalmologues essentiellement, qui n'ont pas toujours ni le temps, ni les compétences, ni la sensibilisation qu'il faut pour pouvoir remplir correctement le volet 2 du certificat médical des dossiers MDPH, et ne les remplissant pas correctement, du coup, ils privent les personnes déficientes visuelles d'une partie de leurs droits. Et ils ne le font pas évidemment sciemment, mais en tout cas, la conséquence est bien celle-là, et on a des remontées de terrain qui vont dans ce sens-là. Voilà, je ne serai pas plus long pour cette introduction. Je redonne la parole à Julie Bertolon, et encore grand merci de votre présence, et j'en profite pour vous souhaiter aussi, parce que c'est l'époque, de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous, à toi la parole, Julie. Merci Bruno. Je vais de ce pas redémarrer le partage de mon écran donc. Alors, effectivement, d'où c'est venu cette initiative? Eh bien, en 2019, nous avons mis en place un groupe de travail à la fédération composé d'usagers déficients visuels par l'intermédiaire de notre commission sociale, mais aussi de professionnels et notamment des assistantes sociales du réseau. Et on a commencé à échanger, à se poser des questions sur les difficultés d'accès aux droits. Et qu'est-ce qui est remonté? Un certain nombre de constats, notamment le fait qu'il y ait des iniquités territoriales dans l'application des droits à la compensation. C'est pour ça que c'est intéressant qu'aujourd'hui on ait un panel large de territoires représentés. Des iniquités, notamment pour les personnes malvoyantes dont l'évaluation de la situation et la reconnaissance des besoins sont particulièrement complexes. On s'est aussi aperçu que les connaissances des différents acteurs au niveau de la déficience visuelle, ou plutôt des déficiences visuelles, étaient incomplètes, que c'était difficile pour eux également de s'y retrouver dans le matériel de compensation. On s'est dit aussi qu'il y avait besoin de souligner l'importance des informations complémentaires qu'on met dans le certificat médical, celles sur les répercussions sur la vie quotidienne en particulier. Et donc, notre démarche, c'était vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'accès aux droits des personnes déficientes visuelles. Et on s'est dit, ben, il faut informer tous les acteurs du parcours et les outiller vraiment avec des choses qui répondent à leurs interrogations. Et donc, la méthodologie de tout ça, ça a été la co-construction de plusieurs livrets. Co-construction donc avec les personnes concernées et avec les professionnels, mais aussi en concertation avec certaines MDPH, et puis la CNSA, donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le fruit de tous ces échanges, de tous ces travaux, ce sont 4 outils, parce que là, aujourd'hui, on va surtout parler des 2 derniers, mais je vous signale quand même l'existence des 2 précédents. Donc, le tout premier qu'on a sorti, c'est un outil qui est à destination des professionnels des équipes pluridisciplinaires des MDPH, puisque ce sont les équipes qui vont évaluer la situation des personnes. Donc, pourquoi on a créé cet outil pour eux? C'est pour les aider à comprendre les différentes formes de déficience visuelle,
pour les aider à mieux interpréter les bilans médicaux, parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas ophtalmos dans les MDPH. C'est pas évident de s'y retrouver quand on voit ce document pour la première fois. Mais aussi, l'idée, c'était de leur présenter les outils de compensation courants, parce qu'il y en a beaucoup, ça évolue sans arrêt, et aussi de pouvoir mettre l'accent sur le fait que dans les outils de tout un chacun, il y a aussi des possibilités Enfin, il y a des outils qui déjà proposent de la compensation. On n'est pas obligé d'avoir la compensation, elle n'est pas que dans des outils spécialisés pour la déficience visuelle, mais aujourd'hui, on la retrouve dans un simple smartphone. Euh, donc, et puis aussi, de pouvoir orienter ces équipes pluridisciplinaires vers des ressources ou des appuis qui existent, parce qu'il y en a plein. C'est simplement qu'ils savent peut-être pas où chercher, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc là, avec ces livrets, on leur pointe un certain nombre de ressources. Le second outil, on s'est dit une autre étape importante dans le parcours d'une demande de compensation, c'est aussi la CDAPH. Donc cette instance qui va prendre des décisions. Et on s'est dit, dans ces CDAPH, parfois on envoie des bénévoles y siéger, mais ils ne sont pas forcément spécialisés sur la déficience visuelle, ou peut-être qu'ils sont eux-mêmes déficients visuels, mais ils ne sont pas spécialistes de toutes les déficiences visuelles. Et puis, il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, la CDAPH. Donc, on a mis au point, là aussi, un livret qui va aider les personnes à comprendre les points importants qu'il faut considérer quand on est dans une CDAPH. Et puis aussi, aider à comprendre la composition de la CDAPH, le fonctionnement, les compétences. Et là aussi, on va pointer vers un certain nombre de repères, de ressources, notamment vers les textes législatifs, parce que en fait, il y en a un petit peu partout. Il y a des arrêtés, il y a des décrets, il y a des choses dans le code de l'action sociale et des familles, donc ça fait beaucoup de choses à intégrer. Et ensuite, on s'est dit, il y a encore deux pierres qui manquent dans cet outillage-là. C'est le livret pour les usagers eux-mêmes et les personnes qui les accompagnent lorsqu'elles doivent remplir le fameux dossier de demande de compensation. Surtout pour les premières demandes, c'est pas évident de s'y retrouver dans cette jungle de documents à remplir. Puis si on oublie des choses, eh ben, ça allonge encore les délais. Donc on s'est dit, on va essayer de leur faciliter un petit peu la vie. Et enfin, comme l'a mentionné Bruno, la fameuse vidéo à l'attention des médecins généralistes et ophtalmologistes qui remplissent le certificat médical, parce que il y a encore des progrès à faire, disons. Alors, tous ces outils-là, je vous le redirai à plusieurs reprises au cours de ce webinaire. Ils sont en téléchargement libre sur le site de la Fédération. Le site de la Fédération, c'est www.aveugledefrance, aveugle au pluriel, .org. Et en tabulant, vous trouverez une rubrique qui s'appelle Tout savoir. C'est une mine d'or. Vraiment, je vous recommande d'aller faire un petit tour régulièrement. Et ensuite, la rubrique Ressources documentaires. Voilà pour les premiers petits éléments. Alors, si on s'attaque maintenant à notre fameux livret à destination des usagers et de leurs accompagnants. Donc là, la grande ambition, c'est d'informer les personnes déficientes visuelles et leurs accompagnants sur le parcours d'un dossier, comment ça se passe du début à la fin. C'est expliquer les droits des personnes déficientes visuelles et puis aussi mettre en avant quelques points de vigilance. Alors, je vais en fait vous prendre le document page par page, mais je précise juste une chose, c'est que là, l'idée du webinaire, je vous présente les grandes lignes. Après, vous pourrez en prendre connaissance vous-même, bien sûr. On ne va pas pouvoir traiter des situations individuelles aujourd'hui pendant ce webinaire, mais vous aurez en tout cas cet outil comme base déjà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en première page? Eh ben, on nous donne quelques éléments sur la MDPH l'année MDPH de mon département, ça s'appelle. Donc, c'est donner quelques informations. Déjà, les MDPH, elles sont chacune organisées de façon un petit peu différente et les délais de traitement des dossiers
peuvent varier. On sait que voilà, c'est un traitement de dossier, ça peut aller de 2 à 6 mois selon les départements. Mais en revanche, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les prestations et les critères d'éligibilité, eux, ils sont nationaux. Ceux-là, c'est les mêmes partout. Avec évidemment une nuance, c'est que parfois, il y a des interprétations qui peuvent varier. Et ça, c'est un problème et c'est aussi ce qu'on essaye d'attaquer et de contrer quelque part en développant ces outils-là. Le dépôt d'un dossier de demande, eh ben, ça se fait au format papier ou dématérialisé, c'est important de le dire. La MDPH, à quoi elle sert? Elle évalue. Et la CDAPH, elle peut ouvrir des droits. Alors, ça peut être par exemple par rapport à la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, une aide financière pour l'achat de matériel ou l'emploi d'une aide à domicile, l'allocation l'allocation adulte handicapé ou l'allocation pour l'éducation des enfants handicapés. Et la MDPH prononce aussi des décisions d'orientation, c'est-à-dire qu'elle peut proposer à la personne d'avoir un suivi dans un établissement social ou médico-social. Alors si ensuite on continue notre petit parcours dans le livret, on va avoir une page dédiée aux aides. Les aides, qui a droit à quoi? Parce que là aussi, c'est un sacré fouillis là-dedans. Donc, il y a plusieurs choses à savoir, hein. C'est que les aides, elles sont soumises à des critères d'éligibilité. Et puis, la MDPH, elle va fixer le taux d'invalidité d'après un guide barème national. Et c'est ce taux qui va déterminer l'accès à certaines aides et prestations. Et puis, il y a aussi quelque chose qui va être pris en compte, c'est les ressources de la personne. Aussi dire qu'il y a des droits qui peuvent être attribués à vie. C'est notamment le cas quand le taux d'incapacité est de 80% ou plus et que la pathologie a des effets irréversibles. Il peut y avoir des prestations attribuées à vie pour éviter aux personnes de sans cesse refaire des dossiers. Et puis, on évoque aussi la question de la barrière d'âge des 60 ans. Malheureusement, c'est quelque chose, on n'a jamais réussi à revenir là-dessus. C'est qu'il y a des aides qui sont soumises à une limite d'âge, comme la prestation de compensation du handicap, par exemple. Il faut l'avoir demandé avant ses 60 ans. Et puis aussi dire que la validité des décisions de ces DAPH, quel que soit le département où elles vont être prises, la validité, elle est nationale. Alors ensuite, on va avoir 3 pages dans ce livret qui vont être consacrées au droit. Et on va faire des focus sur plusieurs éléments. D'abord, le forfait cécité avec la PCH, donc prestation de compensation du handicap, volet aide humaine, où là, il y a un critère d'attribution qui est médical, avec le critère vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale bilatérale. On a aussi un focus sur l'ACTP, donc l'allocation compensatrice pour tierces personnes, où là, alors, elle n'existe plus en réalité. Elle a été remplacée par la PCH en 2005, mais il y a des personnes qui en avaient fait la demande avant 2005, donc elles peuvent encore en bénéficier. Et puis, on a aussi donc un focus, comme je l'ai évoqué avant, sur les droits à vie, ou les droits sans limitation de durée, si donc le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable. Alors, qu'est-ce que ça peut concerner comme aide? Ça peut concerner l'allocation adulte handicapé, la carte mobilité inclusion, la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, l'orientation professionnelle, l'allocation compensatrice tierce personne, la prestation de compensation du handicap ou encore l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Et donc, pour tous ces types d'aide, on vous explique dans le livret donc, les différents critères et comment on peut parfois jongler aussi entre les différents types d'aide. Ensuite, lorsqu'on poursuit la lecture de notre petit document, on arrive à une partie qui concerne les droits. Et là, c'est pareil, on a choisi de mettre en lumière plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est le fonds départemental de compensation. C'est un fonds qui est géré par chaque MDPH. Et si vous êtes éligible à la prestation de compensation du handicap, ce fonds peut vous accorder une aide financière, par exemple, pour vous soulager du reste à charge dans certaines conditions.
Par exemple, pour compléter le financement d'un projet de compensation, l'achat d'aides techniques ou des travaux d'aménagement ou encore certains surcoûts de frais de transport. Donc là encore, dans le livret, on va vous donner un petit peu d'éléments un peu plus détaillés pour vous y retrouver. L'autre focus qu'on a fait, c'est sur le volet parentalité de la PCH, parce que c'est une nouvelle prestation qui est récente puisqu'elle date de janvier 2021 et elle s'adresse aux foyers dont au moins un des membres est reconnu en situation de handicap et qui accueille en leur sein un enfant. Et donc, il y a des possibilités d'aide pour les enfants de moins de 7 ans. Alors après, on rentre un peu dans le détail, mais il y a deux forfaits différents selon des besoins bien précis. Il y a un forfait qui est mensuel pour financer une aide humaine. Il y a un forfait qui va être plus ponctuel pour des aides techniques, donc l'achat de matériel spécialisé. Et donc, ça a donné naissance, cette prestation, à un formulaire de demande. Donc, si vous êtes concerné, quand vous remplirez votre dossier, surtout, vous pensez bien à remplir ce formulaire dédié à la PCH parentalité et à joindre le certificat de naissance aussi. Et puis, le troisième focus, c'est sur le cumul de la PCH et de l'AEEH. Il y a des règles de cumul qui sont possibles. Et puis après, il y a des possibilités aussi d'options. De toute façon, sachez que pour ces questions-là, la MDPH aussi vous aide. C'est-à-dire elle vous propose aussi une comparaison chiffrée sur les différentes options afin que vous puissiez faire un choix éclairé. Alors ensuite, on va arriver dans notre livret à une partie très pratique sur constituer son dossier. C'est-à-dire quels sont les documents indispensables que je dois fournir, parce que rappelez-vous que tout dossier est incomplet, donc si vous oubliez des pièces, la MDPH va vous le faire savoir, mais ça va retarder d'autant l'avancement de votre dossier. Donc vous avez bien entendu le formulaire à compléter qui est disponible en dématérialisé accessible sur le site service-public.fr. Vous devrez également joindre le fameux certificat médical. Alors, il y en a deux en réalité. Il y a le certificat médical de votre médecin traitant généraliste et le certificat médical ophtalmo qu'on appelle le volet 2, et ça, on en reparlera un peu plus tard. Le bilan ophtalmo, et puis après, évidemment, toutes les pièces et justificatifs qui sont liés à votre identité, votre situation, donc pièces d'identité, justificatifs de domicile, RIB, des devis, si vous faites des demandes de matériel de compensation. Vous n'oubliez pas de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception. C'est très important de toujours avoir des preuves d'envoi et des preuves de dépôt. Si jamais plus tard vous devez intenter des recours, il faut toujours avoir ces justificatifs-là. Si votre dossier est complet, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation de la MDPH va étudier cela et essayer d'évaluer les répercussions de votre déficience visuelle dans les domaines de la vie, familiale, scolaire, professionnelle. Et donc, il faut les aider pour faire cette évaluation en parlant de vos difficultés, de vos limitations. Ensuite, évidemment, le fameux certificat médical, comme je vous ai dit, on y reviendra dans la vidéo, mais gardez d'ores et déjà à l'esprit, pensez à une journée type, par exemple, du lever au coucher. Qu'est-ce qui me pose difficulté dans mon quotidien? Peut-être pour m'habiller, me déplacer, faire la toilette, préparer des repas, etc. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi, parce que des fois, les cases à remplir sont pas très spacieuses. S'il y a des choses à dire en plus, eh ben, vous pouvez joindre aussi sur un papier libre des éléments complémentaires. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a à la suite de ce document? Remplir le dossier. Alors, parce que là, on a parlé de toutes les pièces à joindre, mais il y a d'autres choses qui sont très importantes. C'est ce qui s'appelait autrefois le projet de vie. Alors, ça s'appelle aujourd'hui
Bon, il y a le volet A de toute façon que vous devrez remplir et signer. Et puis les espaces, à la fin de chaque volet, vous allez avoir des espaces de libre expression. Comme je vous le disais précédemment, s'il n'y a pas assez de place, eh ben, c'est pas grave, on rajoute du papier. Mais c'est super, super important de bien remplir cette partie-là et de détailler les obstacles rencontrés et les aides dont vous pensez avoir besoin. Que ça soit de la formation professionnelle pour les sorties, les loisirs, pour la communication, les déplacements. Vraiment, cette partie-là, elle est très, très, très importante. Et puis, il y a quelques spécificités aussi, notamment ce qui s'appelle le volet F. Le volet F, il concerne qui? Il concerne les parents ou alors les aidants familiaux aussi, conjoints, parents de la personne, parce que là aussi, vous avez un rôle à jouer. Euh, et puis, il y a quand même une chose qui est peut-être pas très connue, c'est que en complétant ce volet, vous pouvez être affilié gratuitement à l'assurance vieillesse. Si vous êtes aidant, on a aussi une ressource qui est intéressante au niveau de la fédération. C'est un site qui s'appelle Savoir aider. Savoir aider tout attaché.org. C'est un site où vous allez trouver des vidéos de sensibilisation pour les aidants, alors plutôt de personnes déficientes visuelles de plus de 60 ans. Mais très sincèrement, après, il y a des choses qui peuvent être vraiment utiles à tous, même en tant que citoyen. Si je croise dans la rue une personne âgée et qui ne voit pas très bien, ben, ça peut être tout à fait utile de se rendre. Puis c'est très interactif, ces petites vidéos. C'est assez sympa et agréable à suivre comme module. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on dit d'autre dans ce livret? C'est les étapes du traitement d'un dossier de demande, parce que ça peut faire penser à un parcours du combattant. Donc, c'est vrai que c'est bien de savoir où on met les pieds, qu'est-ce qui va se passer et dans quel délai, pour bien suivre le fil de tout ça. Alors, comme on le disait, les délais de traitement variables d'une MDPH à l'autre, malheureusement, hein, entre 2 et 6 mois en moyenne. Quand vous êtes en situation de renouvellement, pensez à déposer votre demande, grosso modo, 6 mois avant l'expiration des droits en cours, du fait justement de ces délais pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Au niveau du cheminement du dossier, donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez rempli votre dossier, vous l'avez envoyé avec toutes les pièces qui vont bien, la MDPH le reçoit, elle vérifie qu'il est complet et elle envoie l'accusé de réception. Éventuellement, s'il manque des pièces, elle vous le signale. S'il est complet, il part à l'étude au niveau de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation. Alors, qui est-ce qu'on trouve dans cette équipe? Généralement, un médecin, mais qui n'est pas forcément un ophtalmologue, un travailleur social, un ergothérapeute, une psychologue. Alors après, ça peut un petit peu varier, mais on va dire que c'est les personnes qu'on trouve le plus fréquemment dans ces équipes. Et puis, ces équipes, elles changent. C'est pour ça qu'on a développé ces outils aussi, et c'est pour ça que j'allais dire, tout prétexte est bon pour relancer ces outils, les recommuniquer. Je veux dire, saisissez-vous-en, le livret pour les équipes pluridisciplinaires de la MDPH, puisqu'elle change régulièrement. Si vous avez un contact un peu privilégié en tant qu'association ou en tant que personne, eh ben, allez-y, dites-leur, voilà, nous, on veut vous aider, on veut que vous compreniez bien notre situation. Elle peut être complexe, c'est vrai, mais voilà, il existe cette ressource pour vous aider. Vraiment, allez-y, soyez des ambassadeurs, surtout, allez-y, foncez. Vraiment, on sait qu'on a certaines associations qui ont même organisé des rencontres avec leur MDPH pour leur expliquer tout ça. C'est super instructif et ils sont très, très en demande de ces outils. Donc, l'équipe pluridisciplinaire étudie. Éventuellement, à ce stade, il peut y avoir aussi la possibilité d'une évaluation approfondie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la MDPH peut se faire aider en demandant, par exemple, à une association ou un service spécialisé dans la déficience visuelle de faire un bilan. Ça peut aussi être un professionnel qui se déplace, qui vient vous rendre visite à domicile, ou alors il peut aussi vous être demandé une visite médicale complémentaire. Une fois que tout ça est fait, l'équipe pluridisciplinaire va formuler, alors vous savez qu'on a beaucoup d'acronymes en France, hein, c'est un petit peu pénible, va formuler le PPC, qui est le plan personnalisé de compensation, ou alors, quand on parle des enfants,
c'est un PPS, un plan personnalisé de scolarisation. Ce document, c'est hyper important, écoutez bien, il vous est envoyé 15 jours avant le passage en CDAPH et c'est le moment de réagir si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est proposé par l'équipe. C'est là que vous pouvez encore intervenir, renverser la vapeur, argumenter, parce qu'après, une fois le délai des 15 jours, la CDAPH va décider. Et si vous voulez faire modifier les choses après la décision, c'est là qu'on va rentrer dans les recours et vous verrez que ce n'est pas si simple. Donc la CDAPH décide et vous recevez une notification de décision par courrier. Alors, on a quand même évoqué dans notre document les recours parce que ça peut arriver. Il peut y avoir des MDPH avec qui ça passe moins bien. Ils ont plus de difficultés sur les déficiences visuelles. Ils ne comprennent pas bien les situations. Ils ont pris une décision qui vraiment est trop à côté de la plaque. Ce qu'il faut bien comprendre là, à ce stade, la décision CDAPH a été prise. Il faut agir vite. Alors vite, c'est quoi? Généralement, c'est 2 mois. Et c'est pour ça qu'on a bien insisté, parce que vous avez bien écouté tout ce qu'on a dit et vous avez conservé très soigneusement tous les accusés de réception, les preuves de dépôt de vos dossiers, etc. Alors, il existe après plusieurs recours. Et puis, il faut faire attention au type de recours sur lequel on va, parce que, par exemple, le recours contentieux, ça va bloquer les notifications pour une durée qui peut être parfois longue. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à 1 an. Donc, il faut bien calculer son coût, en fait, hein. Alors, c'est quoi dans l'ordre les différents recours? Tout d'abord, la conciliation. Alors ça, c'est, on va dire, le recours amiable. Et ça consiste en ce qu'une personne qualifiée, mais externe à la MDPH, se rende à votre domicile pour expliquer la décision qui a été prise. Et vous allez pouvoir dire, oui, mais voilà pourquoi ça ne me convient pas, en argumentant, en illustrant, peut-être en accompagnant cela d'un courrier du médecin, par exemple. Et puis, suite à cet échange, il y a un rapport qui est produit, qui vous est envoyé à vous ainsi qu'à la MDPH. Et peut-être que ça va s'arrêter là et que ça va se résoudre. Mais si le désaccord persiste, après, on arrive à un autre recours qui est de façon abrégée appelé le RAPO. Alors, c'est quoi le RAPO? C'est le recours administratif préalable obligatoire. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que la CDAPH va examiner à nouveau votre dossier de demande. Alors, pour faire ce recours, vous allez devoir envoyer un courrier motivé au président de la CDAPH dans les 2 mois qui suivent la notification de décision. Vous pouvez aussi ajouter des éléments si votre situation a évolué entre-temps. Et puis, envoyer votre courrier en recommandé avec accusé de réception. Si au bout de 2 mois, à la suite de la réception de ce courrier, il n'y a pas de réponse, alors c'est que vous allez devoir aller à l'étape suivante, qui est le recours contentieux. Et là, il doit être lancé ce recours dans les 2 mois. Vous savez, on est toujours par tranche de 2 mois, en fait, hein, dans les 2 mois qui suivent la réception de la réponse de la MDPH au RAPO, ou alors, si la MDPH n'a pas répondu, vous avez 4 mois pour saisir un tribunal. Tribunal qui va, ça c'est expliqué dans le livret, hein, mais qui va changer en fonction du motif de la contestation. Mais là, attention, avec le recours contentieux, quand le recours est court, en fait, toute nouvelle demande de la MDPH est bloquée. Et là, ça peut être long parce que c'est des recours qui peuvent prendre parfois plus d'1 an. Donc, le message, en fait, qu'on veut vous faire passer, c'est vraiment d'essayer de régler ça à l'amiable le plus en amont possible, finalement. Et ensuite, il y a une dernière possibilité. Je ne vous cache pas qu'à mon avis, c'est peut-être pas la meilleure. C'est la médiation par saisine du défenseur des droits. Vous savez, le défenseur des droits a des délégations locales, mais il faut faire attention là parce que le temps va continuer à courir pendant cette période pour les autres recours. Et puis, c'est quelque chose qui doit arriver vraiment en dernière intention, le défenseur des droits. C'est pas celui qui est quand même le plus recommandé. Et enfin, pour notre petit livret pour les usagers, on termine par une fiche récapitulative qui va reprendre sur une seule page les pièces à fournir, les étapes du dossier et les voies de recours. Comme ça, c'est une petite fiche que vous pouvez garder sous le coude
qui permet de voir assez rapidement tout ce qu'on vient de dire là. Alors, je vous redis où on peut trouver tous ces livrets sur le site de la Fédération, www.aveugledefrance au pluriel.org. L'onglet Je tabule jusqu'à l'onglet Tout savoir, puis Ressources documentaires. Et là, vous allez avoir la rubrique avec nos guides et outils de sensibilisation et vous allez trouver les livrets dans cette rubrique-là, ainsi que d'autres guides qui peuvent être utiles aussi pour vos sensibilisations peut-être. Des guides autour de travailler ensemble, des guides sur l'accueil des personnes en milieu hospitalier, sur les sports et les loisirs, sur l'accessibilité du bâti, mais aussi sur l'accessibilité numérique. Donc, n'hésitez pas à aller faire votre petit tour. Et je vous indique aussi une autre ressource intéressante. On est toujours dans la rubrique Tout savoir. Et là, on va aller dans l'onglet Fiches pratiques et puis Fiches sociales. Alors, c'est quoi les fiches sociales? Ce sont des fiches qui ont été élaborées par Madame Marie-Christine Burquier, qui aurait vraiment souhaité être parmi nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu l'être. Et on pense bien à elle et on la remercie. Et j'en profite aussi pour remercier tous les bénévoles, usagers et les professionnels du réseau qui nous ont aidés à co-construire ces outils. Parce que franchement, sans toutes ces personnes, ça n'existerait pas. Et donc, Madame Burquier a rédigé des fiches sociales thématiques qui sont pareilles en libre téléchargement sur le site et qui peuvent être très très utiles. Alors aujourd'hui, il y en a 9. Voici les thématiques, c'est le chèque énergie, la protection universelle maladie, la PUMA, la PCH, la carte mobilité inclusion, mais aussi plus généralement les exonérations d'impôts, les droits sociaux liés au handicap, donc on va y retrouver toutes les prestations AAH, AEEH, la complémentaire santé solidaire, l'allocation de solidarité spécifique ou encore l'aide juridictionnelle. Donc ça c'est pareil, c'est des ressources qui sont mises à jour régulièrement hein, et qui peuvent vous être utiles. Alors je vais juste arrêter quelques minutes le partage d'écran pour voir si à ce stade, alors il y a des petites choses dans la discussion, voyons voir. Alors Anna, super, Anna vous a déjà envoyé plein de liens. Est-ce qu'il y a à ce stade des questions déjà sur ce livret? Bernard. Oui, bonjour, Bernard Lefebvre de l'Association des aveugles et malvoyants des Hauts-de-France. Je voudrais savoir si dans ce livret, il y a dans la partie PCH, la PCH sur 10 est citée, et si dans le dossier, la partie AH, il y a la partie déconjugalisation qui est nouvelle, parce que je vous indique que certains départements, même aujourd'hui, ne connaissent pas du tout la déconjugalisation. Alors oui, effectivement, donc le livret, il a été produit avant que ça paraisse, effectivement, dans les deux cas d'ailleurs. Là, Après, oui. c'est des informations qu'on peut retrouver par d'autres biais, effectivement. Mais c'est vrai que, alors, ce qui est bien quand on fait des outils, c'est que on est content. Et l'autre chose, c'est qu'il faut les mettre à jour. Donc, effectivement, c'est un travail qu'il faudra qu'on mène. Après, il y a je pense que Marie-Christine a dû mettre à jour, elle, une partie des fiches sociales par rapport à ces nouveautés que tu évoques. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, oui, sur Dicécité, mais j'ai vu, il y a des choses hein, déjà dedans. Il y a des choses, Oui, mais qui mais sont alors, amenées à évoluer, c'est sûr. certes, certes la surdicécité, c'est quand même très important, mais spécifique. En Oui, revanche, l'âge déconjugalisé, je t'assure, Julie, que, par exemple, la CAF du département du Nord ne connaît pas la déconjugalisation. C'est grave, bah, tu sais, moi j'ai même aussi entendu des cas par rapport au droit à vie. Hein. Il y en a qui ne sont pas au courant non plus. C'est vrai absolument. qu'entre le moment où les textes paraissent et le moment où ça redescend vraiment, où c'est pris en compte par les différents acteurs, il peut malheureusement s'écouler parfois des années. Je ne sais pas si les assistantes sociales qui sont connectées ont des retours là-dessus de leur côté. Julia, tu... En tout cas, juste pour... Ah non, j'ai pas mon micro, c'est vrai.
Je vais juste laisser la parole à Julia Gantès de la FAFLR qui peut-être a un commentaire à ce sujet. A priori, sur l'Hérault, j'ai l'impression que c'est bien, enfin que l'information est passée. En tout cas, les usagers sont au courant et du coup en parlent. Et j'ai l'impression que ça fonctionne pour la déconjugalisation, en tout cas de la hache. C'est vrai que ça m'étonne que certains départements, enfin certaines CAF soient pas encore informées. Mais Non, mais c'est pourtant vrai. oui, oui, non, je vous crois. Avec Mais comme quoi, hein. c'est vrai que ça paraît étonnant, ouais. C'est Mais vrai que les disparités, moi, c'est quelque chose hein, quand même, hein, oui, effectivement. Oui. je voudrais juste savoir, est-ce que ce livret, par exemple, sur le site, il est modifiable, par exemple, demain, ou il est figé? Alors, il est pas modifiable demain dans le sens où après, on a toute l'accessibilité à revoir si on fait des modifications. Mais de toute façon, il faudra les faire, ça c'est sûr. Il faut qu'on les planifie. Après, ce que je sais, c'est que les fiches de Marie-Christine, les fiches sociales, elles, pour le coup, elles sont plus facilement, on peut les mettre plus facilement à jour et elles le sont. Mais effectivement, il faudra qu'on prévoie ça pour le livret et ça va prendre un peu de temps. Merci. Claude, vous vouliez prendre la parole? Euh, Juste activer votre micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Le micro n'est pas allumé? Ah, c'est moi qui peux allumer le mien, du coup, allez-y, c'est bon. On Ah vous bon, entend, oui. vous m'entendez, là? Vous m'entendez là? On vous Oui. entend très bien. Oui, bon, d'accord. C'était par rapport à la question de l'âge de 60 ans. Euh, il y a une particularité relativement récente qui fait que on peut faire une demande d'allocation, enfin de PCH ou autre, après 60 ans, si on peut prouver qu'avant 60 ans, on avait déjà la pathologie qu'on a après. Le problème, c'est que souvent, c'est très mal expliqué dans les documents de la MDPH et que il est écrit que c'est écrit à peu près comme je viens de vous le dire. Or, il faut pas seulement prouver qu'on avait cette pathologie avant 60 ans, il faut aussi prouver que on était dans cette pathologie, dans l'état d'aujourd'hui, déjà avant 60 ans. Et ça n'est pas dit. Est-ce qu'il y a un paragraphe dans le dossier sur ce sujet? Non, non. Parce que ça, souvent, même les assistantes sociales ne le savent pas. Alors moi, je le sais maintenant, mais au début, je ne le savais pas, il y a quelques années. Voilà. Mais c'est effectivement quand Julie en a parlé, oui, il y a cette nuance, vous faites bien de le dire. Enfin, c'est pas que avoir demandé avant 60 ans, c'est être dans les critères d'éligibilité avant 60 ans. C'est-à-dire que qu'on soit éligible à Et la souvent, PCH avant 60 ans, oui, c'est ça. c'est ça. Et souvent, ça n'est pas écrit comme ça. C'est Non. simplement écrit dans les documents de la MDPH, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir prouver, quand on a une pathologie évolutive, c'est bien là le problème, pouvoir prouver qu'on avait cette pathologie avant. Moi, il a fallu que j'aille jusqu'au tribunal administratif pour qu'on m'explique ça. Mhm. Ouais, c'est vrai Donc, qu'il ce y a... serait intéressant de mettre un paragraphe dans le Ouais. dossier sur ce sujet. Bah, vous voyez, c'est bien qu'on ait cet échange parce que comme ça, on peut déjà noter les futures mises à jour de ce document. Euh, Oui, parce qu'après 60 ans, vous n'avez plus droit à aucune aide financière. Bah après, c'est Sauf ça, si vous vous êtes travaillez. considéré comme personne âgée, en fait, vous tombez dans le... Sauf si vous travaillez. Vous n'êtes plus âgé si vous travaillez. Mais si vous continuez à travailler à 75 ans, vous pouvez toujours prétendre à certaines aides. Mais si vous ne travaillez pas, vous n'avez plus besoin en tout cas, c'est comme si vous n'aviez plus besoin d'aucune aide financière. Julie, Oui, Frédéric. dis-moi, est-ce que dans le livret, dans le volet PCH, dans l'explication du volet PCH, enfin de la PCH, est-ce qu'il y a le détail de toutes les prestations auxquelles on peut prétendre? Par exemple, évidemment, l'aide humaine, l'aide technique,
l'aide au transport, l'aide animalière. Est-ce que c'est détaillé dans le livret? Alors ça, tu l'as pas dans le livret, mais tu vas l'avoir dans la fiche sociale dédiée à la D'accord. PCH. Ok. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Faut-il déclarer aux impôts le forfait cécité PCH1? Si oui, dans quelle case? Oui, s'il vous plaît, bonjour, c'est Christelle. Julie, je viens de passer la question à Julia. Ah, d'accord. La J'allais y patate chaude. répondre, mais je peux répondre directement, ce sera peut-être plus simple. Mais alors, Mm. normalement, à ma connaissance, normalement, c'est pas déclarable aux impôts. Enfin, c'est pas la forfait cécité n'est pas imposable. Après, je sais que selon certains départements, il est pris en compte dans les ressources, notamment pour le calcul de certains droits au niveau de la CAF, ce qui normalement n'est pas euh, légal. Mais a priori, certains départements, dont l'Hérault, pourraient des fois le prendre en compte, par contre, dans le calcul des prestations au niveau de la CAF, ce qui fait qu'il peut y avoir des impacts sur le RSA et les autres allocations. Enfin, moi qui accompagne des familles, du coup, pour les parents, en fait, des fois, c'est un peu. Ça Mais peut dans le être. Val d'Oise, ils sont pas mal non plus, hein. Dans le La Val CAF du d'Oise, Val... Ah, oui, la CAF du Val d'Oise, c'est terrible. Ils vous demandent de déclarer même les revenus de votre petit livret A. d'accord. Donc, normalement, c'est pas imposable, mais après, je sais que par contre, pas tant au niveau des impôts, mais au niveau de la CAF, des fois, ça peut être pris en compte dans les ressources, alors que ça ne le devrait pas. Non, ils n'ont pas le droit, hein. Enfin, c'est pas considéré comme un revenu, mais j'ai eu le cas pour une famille sur l'Hérault. Donc, du coup, D'accord, les donc familles. sur la déclaration des revenus, pour l'imposition sur le revenu, et on ne rentre la somme par exemple, du forfait cécité, on ne la rentre nulle part. Normalement, non. Parce que je ne savais pas, il y avait une case 7 DR, je crois. Je ne sais pas si c'est là-dedans qu'on mettait ou pas. C'est par rapport aux charges d'emploi à domicile, mais si on n'emploie pas un employé, qu'on passe par une société qu'on rémunère ou une société de service, eh bien, c'est différent. Donc, est-ce qu'on le met là-dedans? Est-ce qu'on ne le met pas? Là, pour moi, c'est le flou artistique. Alors, moi, je dirais que non. Après, peut-être à revérifier quand même auprès des impôts, Bah, mais pour c'est moi, ça. c'est pas imposable. D'accord. Parce que c'est un forfait, en fait. C'est pas comme de l'aide humaine hors forfait, mais à revérifier pour être sûr. Mais moi, je dirais que non. C'est pas. D'accord. Bah, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Ouais. J'ai l'impression qu'à ce stade, on a fait le premier tour de questions. Est-ce que ça veut dire qu'on s'achemine vers le deuxième outil, la vidéo? Je prends ça pour un oui alors. Alors, avant de diffuser cette vidéo, je vais vous donner quand même quelques éléments. Alors, c'est une vidéo qui dure 3 minutes 22 secondes, mais les messages essentiels sont quand même délivrés dans les 2 premières minutes. On s'est dit, au cas où les médecins n'iraient pas jusqu'au bout, autant mettre le plus de messages au début. L'idée, c'était de filmer le déroulé d'une consultation pour avoir cette notion de réalisme. On a tourné pour information ces séances au CECOM de Paris. Le CECOM, donc, qui est un lieu, il y en a 3 en France, des CECOM, il y en a à Paris, à Lille et à Besançon. Ce sont des lieux ressources basse vision dans lesquels vous pouvez rencontrer un orthoptiste basse vision qui va faire avec vous un bilan et puis ensuite, vous seront proposés à l'essai des aides à l'essai, mais in situ, pas des choses à emmener chez vous, un certain nombre d'aides techniques basse vision. Il n'y a pas de vente à ce moment-là, c'est simplement voilà, une possibilité que je vous donne. C'est sur rendez-vous. Et donc, on a voulu filmer voilà, le déroulé d'une consultation entrecoupée de messages qui sont énoncés par un médecin. Dans l'idée, le médecin parle au médecin parce que on s'est dit qu'il fallait pas être maladroit sur ce coup-là. C'est quand même un public un peu particulier. Il s'agit vraiment d'assurer une légitimité dans le discours et dans les messages, et c'est pourquoi nous avons eu la grande chance que le docteur Béatrice Lebaille accepte de jouer son propre rôle. Alors Béatrice Lebaille, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Elle est médecin ophtalmologue spécialisée dans la compensation de la déficience visuelle. Et notamment en 2015, elle a contribué avec un autre médecin, le docteur Françoise Gérin-Roig, à la refonte du certificat médical ophtalmo, qu'on appelle donc volet 2, et qu'on trouve dans le dossier de demande de la MDPH.
Et qu'est-ce qu'elles ont fait? En fait, elles ont ajouté une seconde partie qui permet de décrire le retentissement fonctionnel de la déficience visuelle dans la vie quotidienne de la personne. C'est vraiment essentiel. Ça peut paraître là, anodin comme ça d'ajouter ces lignes-là, mais en fait, ça permet vraiment de détailler et d'expliquer pour l'équipe d'évaluation qui lira ensuite les difficultés que la déficience visuelle occasionne dans le quotidien. Et c'est très important que ce soit rempli. Euh, le médecin, dans cette vidéo, je décris pour les personnes qui ne pourront pas voir, elle est filmée de trois quarts. Parce qu'on s'est dit que si elle était filmée de face, peut-être que le médecin pourrait se dire, oh, mais elle est en train de me donner une leçon, elle va quand même pas m'apprendre mon métier, blablabla. Donc, on essaie de ménager un peu les susceptibilités. Et puis, c'est une alternance donc de plans filmés et aussi de petites illustrations animées, ce qu'on appelle en bon français le motion design, pour donner un côté un petit peu plus dynamique à la vidéo et pour garder l'attention du spectateur. Vous dire aussi qu'il n'y a pas d'audio description parce que les illustrations, en fait, elles n'apportent rien de plus que ce qui est dit oralement, mais la vidéo est quand même accompagnée de son alternative textuelle. Euh, donc, eh ben, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais lancer cette vidéo. Voilà, je partage l'écran et c'est parti pour 3 minutes 22. Bonjour, je suis Béatrice Lebaille, ophtalmologiste, et je fais partie de ces quelques médecins spécialisés dans les techniques de compensation du handicap visuel. La demande de compensation est un dossier administratif que le patient va déposer auprès de la MDPH. Dans cet ensemble de documents, il y a un certificat médical et en particulier ce que l'on appelle le volet 2, qui est le document à remplir par l'ophtalmologiste traitant du patient. C'est le médecin qui remplit le certificat, qui le signe et qui par là atteste la véracité de tous les éléments portés sur ce certificat. Le certificat ophtalmo va être divisé en deux parties. Une première partie médicale que nous allons remplir à partir des mesures effectuées pendant les consultations. Cette partie généralement est très bien remplie. Par contre, la deuxième partie, qui est la partie qui concerne le retentissement fonctionnel de la maladie, est beaucoup plus délicate à remplir par l'ophtalmo. Nous n'avons pas l'habitude d'interroger nos patients sur leurs habitudes de vie. Il est donc indispensable dans cette deuxième partie d'établir un dialogue avec le patient de façon à le remplir de la manière la plus exacte et la plus fidèle possible pour ouvrir le maximum de compensation à toutes les personnes déficientes visuelles. Le téléphone, comment ça marche? Ça marche pas trop mal puisque j'utilise un smartphone dans lequel est installée la synthèse vocale. D'accord. Et là, vous êtes autonome par rapport à votre téléphone. Quasiment. On est d'accord. Trop souvent, on a un cas où, tout à fait en fin de consultation, le patient nous sort son papier et nous dit « Docteur, vous pouvez me remplir ça ». Eh bien, généralement, on n'a pas le temps. Résultat, on le met sous le coude et on le remplit en fin de journée quand le patient n'est plus là. Or, remplir ce certificat sans la présence du patient, on l'a vu surtout pour la deuxième partie, est extrêmement difficile. L'idéal, c'est que le patient et prévenu l'ophtalmologiste lors de la prise de rendez-vous qu'il y aura rédaction du certificat. L'idéal aussi, c'est que le patient lui-même ait préparé ce certificat en réfléchissant à la manière dont il va répondre à son ophtalmologiste sur le retentissement de la déficience visuelle sur sa vie courante. Moi, en tant qu'ophtalmologiste, si je remplis mal cette deuxième partie du certificat, je n'en serai absolument pas consciente. Je n'ai pas de retour de la MDPH. Par contre, pour mes patients, bien sûr que ça va avoir un retentissement énorme, aussi bien attribution d'aide financière qu'attribution du matériel. Donc, il faut qu'on soit conscient que prendre le temps de remplir cette deuxième partie, c'est essentiellement permettre au patient qui vient en réalité pour ça, pour avoir une vie la plus normale possible, d'accéder à tous les moyens auxquels il a le droit. Quand on prend en charge un patient handicapé visuel, il y a toujours au minimum les 3 O, ophtalmologiste, orthoptiste et opticien. Et donc, il faut avoir à l'esprit, quand on remplit ce certificat, qu'il va servir aussi de lien et avoir à l'esprit tous les besoins du patient. Donc, il faut toujours à la fois se dire, je suis le maillon de départ, mais je ne suis le maillon de départ que d'une chaîne de plusieurs professionnels qui vont... Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais. Bonjour. Bon repère.
Alors voilà, vous avez pu entendre cette vidéo. Ça vous a paru clair? Ça a été? Je pense ça pour un oui aussi. Alors, je vais revenir de toute façon sur les messages qui sont délivrés, hein. Je pense que c'est assez clair. Euh, les messages clés pour les ophtalmologues, finalement, c'est de dire que certificat médical, c'est pas un banal document administratif, hein. C'est vraiment, il a un impact sur le parcours de la personne, sur la compensation et donc sur la vie quotidienne, finalement. C'est de dire qu'il doit être rempli en présence du patient lors d'un rendez-vous dédié, puisque c'est le patient qui connaît les répercussions sur sa vie quotidienne. Le médecin ne peut pas les deviner, il est peut-être très fort sur les mesures, mais il ne sait pas ce que ça veut dire après dans la vie de la personne. Et puis, pour éviter les erreurs d'interprétation des équipes pluridisciplinaires d'évaluation des MDPH, si ça paraît utile, le médecin peut tout à fait joindre aussi un courrier d'accompagnement pour mieux décrire la situation, parce qu'après, l'encadré dans lequel il doit compléter peut être un peu petit. Donc, il ne faut pas hésiter à lui demander ça. Et donc, vous avez compris, hein, il y a aussi des messages à l'attention des personnes, des usagers là-dedans. Pour le patient, finalement, c'est quoi les messages clés? Bah, le premier, c'est de dire que quand le rendez-vous est pris, il faut prévenir qu'il y aura le certificat à compléter, parce que ça peut prendre un peu plus de temps. C'était délicat cette vidéo, parce qu'on sait que les médecins, ils sont débordés. Au début, on voulait leur dire, faut prendre un rendez-vous de temps de minutes, mais on s'est dit, c'est aller un peu trop loin, c'est peut-être trop les contraindre, et ils vont peut-être pas aller au bout du message si on dit ça. Mais voilà, si vous les prévenez à la prise de rendez-vous, ils peuvent peut-être s'organiser un petit peu différemment. Et puis préciser que voilà, le patient doit être vraiment là au moment où c'est rempli. Et l'autre message à l'attention des usagers aussi, c'est de préparer le rendez-vous. C'est très important. Comme on le disait un peu plus tôt, c'est vraiment réfléchir au retentissement de la vie, de la déficience visuelle dans la vie quotidienne, en déroulant peut-être une journée type, en pensant à tout ce qui est les problématiques liées à la lecture, par exemple, au déplacement, aux tâches quotidiennes, préparation et prise des repas, par exemple. Euh, alors attendez, parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent encore, qui nous rejoignent. Voilà. Euh, Aussi tout ce qui peut être le rangement ou les papiers administratifs, ou même dans le cadre professionnel, l'utilisation de l'outil informatique, l'utilisation du téléphone, la reconnaissance des visages aussi, toutes ces choses-là, il n'y a rien d'anodin en fait. Il faut vraiment penser à les exprimer. Zoom réunion. Euh, alors, je vous précise Maintenant aussi, rétabli alerte. merci de bien vouloir, s'il vous plaît, couper vos micros si vous n'intervenez pas. Merci. Je précise aussi que en plus de la vidéo, on a produit des documents d'accompagnement. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit que ça permet de laisser une trace écrite en complément de la vidéo et que ça peut être plus facile aussi parfois de se référer à un document qu'on a sous la main et à le transmettre à des professionnels ou des usagers. Euh, Ces documents, en plus, ils permettent, parce que là, la vidéo, on a essayé d'aller vraiment droit au but. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué dans la vidéo la démarche globale, hein, mais justement, dans les documents, on peut l'expliquer et on valorise aussi d'autres ressources qui sont disponibles sur notre site. Ça permet aussi, ces documents, de répéter les messages clés ou de les développer davantage. Par exemple, le document pour les médecins, dans les choses complémentaires qu'on a pu mettre, c'est d'ajouter par exemple que il y a dans la partie médicale du certificat, c'est de dire qu'il faut respecter vraiment bien les protocoles de prise de mesure. L'éclairage, les distances, on ne prend pas les mesures n'importe comment. Alors on ne dit pas ça, on ne va pas leur apprendre leur métier, mais on le rappelle quand même parce que ça a des incidences ensuite. Ou encore, on leur rappelle que dans le document, il y a une case sur l'évolution prévisible des troubles. Et ben, cette case-là, ça peut être très important de la cocher. Si le médecin sait que la pathologie va s'aggraver, et ben, il faut cocher la case aggravation et bien sûr en informer le patient. Mais c'est très important pour la suite du parcours.
On rappelle aussi que ça peut être utile de fournir un courrier complémentaire, de bien joindre les examens, que le certificat il a une validité de 12 mois et qu'il faut bien penser à dater, signer et tamponner avec le cachet du médecin tous les documents. Et donc, ce document d'accompagnement, on en a fait un pour les médecins, mais on en a aussi fait un pour les usagers, parce que on rappelle aussi à l'usager que en amont du rendez-vous, il peut tout à fait déjà préparer un document complémentaire avec son médecin généraliste ou avec un professionnel de la déficience visuelle, une assistante sociale, et puis l'ophtalmologue pourra le valider lors du rendez-vous. Comme ça fait gagner du temps à tout le monde et c'est déjà assez complet. Et puis, le document qu'on propose pour les usagers, ça pointe aussi vers des ressources utiles. Par exemple, la liste des MDPH, le dossier de demande accessible, mais aussi la liste des associations membres pour pouvoir trouver des appuis près de chez soi. Quand c'est notamment un premier dossier, le faire tout seul, c'est compliqué. Et ben, en proximité, il peut exister des associations qui vont vous accompagner là-dedans. Et enfin, on a fait un troisième et dernier document d'accompagnement à cette vidéo qui est destiné, alors ça peut vous paraître un peu étrange, mais au MDPH. Alors pourquoi? Parce que finalement, les MDPH, dans tout ça, c'est un peu une cible collatérale de la démarche. Mais en fait, tout simplement, ça nous permet de rappeler l'existence du livret à destination des équipes pluridisciplinaires et aussi de mettre en lumière des pratiques inspirantes et de dire aux équipes MDPH qu'elles ne sont pas seules face à la déficience visuelle pour évaluer les besoins, notamment en aide technique ou en réadaptation, parce que on a repéré des bonnes pratiques tout à fait intéressantes. C'est que sur certains départements, il y a des conventions qui ont été passées entre les MDPH et des associations ou De services Anna Pedera, d'accompagnement, aveugle de France. des conventions qui peuvent porter soit sur l'accueil des personnes, c'est-à-dire il va y avoir des permanences organisées avec des associations pour aider à remplir justement le formulaire de demande, ou alors pour l'évaluation. Et dans ce cas, des établissements ou services médico-sociaux spécialisés dans la déficience visuelle peuvent faire des préconisations techniques. Elles peuvent aussi se charger de demander des devis à divers fournisseurs ou proposer des essais de matériel. Ça fait gagner du temps à tout le monde et vraiment, on est comme ça sûr que la personne aura vraiment l'aide qui répond à ses besoins. Et puis, ça permet tout simplement de montrer aussi la cohérence de l'ensemble de notre démarche d'outillage de tous ces acteurs. Alors, je vais juste reprendre quelques secondes le partage de la présentation parce que, alors, c'est là, si je ne me trompe pas. Parce que donc, où est-ce que vous pouvez trouver la vidéo? C'est une bonne question, ça. Alors, la vidéo, vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube de la Fédération. Je devine qu'Anna a dû vous mettre le lien déjà. Mais vous pouvez aussi trouver... Encore, Julie. Ah, Je suis sur le mais bouton. elle est en train de le faire, j'en suis Voilà, j'ai sûre. juste, je dis si tu peux juste peut-être mettre en plein écran, excuse-moi. Alors, Mais ça va, sinon t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. ah non, c'était pas ça. Ah, non. Non, bah alors, reste comme ça t'inquiète pas, Julie, ça va. Ça va très bien, Julie. Alors, donc, la vidéo, c'est sur la chaîne YouTube de la Fédération. Ou sinon, on a aussi fait paraître dans la rubrique des actualités un article qui explique la parution de cette vidéo où vous allez retrouver en téléchargement aussi les différents documents d'accompagnement et la transcription textuelle de la vidéo. Je vais arrêter maintenant le partage de l'écran. Et puis, écoutez, je vous propose qu'on puisse maintenant un petit peu échanger sur l'ensemble de ces outils. Peut-être que vous avez des questions. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du contenu? Donc déjà, je vous remercie parce que vous avez pointé un certain nombre de mises à jour qu'on pourra faire sur le livret. La vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour la diffusion, on a besoin vraiment de toutes les bonnes volontés parce que le public des médecins, c'est quand même pas le plus évident à toucher. Alors, évidemment, on peut toucher les professeurs qui sont spécialisés, j'allais dire, dans des pathologies visuelles. On a accès à ces personnes-là.
Mais finalement, est-ce que c'est pas l'ophtalmologue de ville qui est moins spécialisé dans les déficiences visuelles qu'il faudrait qu'on essaie de toucher? Et comment on pourrait s'y prendre? On a déjà quelques idées, en tout cas on y réfléchit bien sûr au niveau de la fédération, mais vous, par exemple, comment vous pensez pouvoir vous emparer de ces outils et les faire connaître? Est-ce que vous avez déjà, je sais pas, des idées, des réflexions? La parole est à vous. Ou alors, en tout cas, vous allez y méditer pendant les vacances. Pour ma part, j'ai pas forcément les outils, enfin, je les ai pas encore transmis, mais en tout cas, dans le discours, depuis que j'avais déjà regardé cette vidéo, en fait, quand elle nous avait été transmise, et du coup, moi, dans la façon de le dire aux gens et aux parents, ou même à des adultes, voilà, par rapport au certificat médical, dans le discours, j'ai commencé à bien expliquer aussi l'importance du certificat, de le faire remplir, de prévenir en amont le médecin, que ça soit bien rempli en présence de la personne, enfin, tout ce qui était vraiment dans la vidéo, c'est vrai que je m'en resserre dans mon discours, en tout cas, auprès des personnes qu'on accompagne. Pour leur dire que c'est important, quoi. Moi, je l'avais en tête, mais c'est vrai que ça m'a permis de remettre une couche sur ça aussi pour moi et du coup de de le dire aux gens, quoi. Parce que Julia, toi, dans l'expérience que tu as, tu penses aussi qu'il y a encore quelque part ce petit défaut où la personne, elle va pas forcément penser à prévenir et donc elle va demander ça un peu au dernier moment et ça peut être bloquant. C'est des choses qu'on retrouve vraiment dans le quotidien. Alors, pour les adultes, moi, j'accompagne peu. Je suis vraiment plus sur le service enfant, mais Mm. j'aide des personnes adultes à remplir les premiers dossiers MDPH. Donc, du Venu coup, à pied de chez Cécile, je pensais que ça. Il y avait plus de ça. et du coup, donc pour les adultes, je sais pas trop, enfin, je n'ai pas trop rediscuté avec Audrey, mais en tout cas, pour les enfants que j'accompagne, du coup, et les parents, effectivement, là, ça peut arriver que enfin, voilà, les parents, des fois, déjà, ils ont du mal à avoir un rendez-vous avec un médecin. Des fois, Mm. c'est urgent aussi. Donc, ça prend du temps pour avoir les éléments médicaux. Ou ils n'ont plus de médecin. Donc, s'il faut avoir un nouveau médecin, je sais qu'il y en a une famille voilà, où, effectivement, ils n'avaient pas forcément prévenu. Et le médecin prévoit un rendez-vous. Si le médecin sait à l'avance que c'est pour remplir un dossier MDPH, il prévoit un rendez-vous plus long, en fait. Oui, Là, voilà, une famille, en l'occurrence, n'avait pas forcément prévenu. Donc, le médecin avait contacté. Donc, moi, après, des fois, j'ai des liens directs avec les médecins, leur expliquant pourquoi on fait les demandes pour aider les parents aussi. Donc, dans les faits, effectivement, c'est pas encore trop, pour les parents en tout cas, c'est pas trop, Mm. enfin, ils n'avaient pas trop cette information-là ou ce réflexe en tout cas de prévenir le médecin. D'accord. Et tu penses, par exemple, parce que ça peut être alors à ce moment-là intéressant aussi de leur laisser peut-être le document d'accompagnement, qu'ils puissent Aux regarder familles, ça. Oui. oui, peut-être, du coup. C'est vrai que je pourrais regarder pour pouvoir le diffuser aux familles aussi, en plus de ce que je vais leur dire, peut-être Mm. qu'elles puissent avoir le document, oui. Super. Claude, vous vouliez prendre la parole? Micro, s'il vous plaît. On vous entend pas. Votre micro est fermé. Est-ce qu'il est ouvert? Voilà, parfait. On vous entend. Donc, ce n'était pas tout à fait sur ce sujet-là, mais enfin, sur ce sujet-là, je pense qu'à part les personnes qui sont en lien avec un service, une association ou une assistante sociale qui connaît bien le domaine, à peu près personne ne prévient le médecin, l'ophtalmo, qu'il va y avoir un certificat à remplir. Mais est-ce que vous avez un mot sur le champ visuel, puisqu'on nous demande, on nous demande un champ visuel de Goldman même. Est-ce qu'il y a un mot là-dessus? Parce que les MDPH le demandent, l'exigent et n'en tiennent pas compte. Euh, N'en tiennent pas compte. Alors, est-ce que ça, c'est sur votre département, vous pensez, ou c'est de façon générale? alors, bon, là, il y a plusieurs sujets parce qu'il y a le décalage déjà entre les critères qu'appliquent les MDPH et le barème de 93 et puis les recommandations de l'OMS. Là, il y a déjà un gros décalage. Et en plus, le barème de 93 n'est pas appliqué du tout de la même manière d'un département à l'autre. Ça, c'est un Euh, vrai problème. Ouais. il suffit d'habiter dans le département d'à côté pour obtenir des choses qu'on vous refuse dans celui où vous habitez. Euh,
habituellement. Mais cette histoire de champ visuel, en tout cas, n'intervient à peu près jamais quand on demande une aide quelconque. Enfin, le critère spécifique, c'est moins d'un vingtième d'acuité visuelle. Tout le reste, même si on exige un champ visuel, moi j'en ai produit plusieurs, puis je connaissais beaucoup de gens qui avaient des problèmes de pathologie rétinienne évolutive, on n'en tient pas compte. On en tient compte pour évaluer le taux d'incapacité, le seuil des 80%, et pour attribuer une carte. Après, on vous le demande à chaque fois, mais on n'en tient jamais compte. Si vous avez un champ visuel de 5 degrés du point de fixation, c'est-à-dire euh, très très petit et qui en tout cas vous empêche de vous déplacer dans la rue sans une aide, euh, sans l'utilisation d'une canne et donc son apprentissage entre autres ou d'un chien, enfin, bon, on n'en tient pas compte du tout. En tout cas, Alors, J'ai pas eu ce dans... problème, pardon. J'ai eu ce problème dans le Val d'Oise également. Oui, oui. Alors Oui. pourquoi on demande un document si on n'en tient pas compte? C'est le champ visuel, c'est bien indiqué en gros un beau scotome central. Et bien, comment la vision centrale, elle peut être supérieure à un vingtième si on n'y voit rien au milieu? Eh bien, Elle c'est pas peut, passé. Le forfait cécité a été refusé. mais elle peut être super. Si vous avez un champ visuel réduit à 5 degrés, vous pouvez avoir une acuité visuelle de 5, 6 dixièmes. Ça Oui, existe. mais non, moi j'ai malheureusement non, j'ai un peu moins de 0,5 à chaque œil. Avec un beau scotome central sur le champ visuel, la MDPH n'a pas tenu compte de ce document. Ah oui, oui. est-ce que, Donc c'est pour C'est ça quand que même. je vous rejoins sur ce point-là. est-ce que Et je peux... alors, même les critères de l'OMS sont assez difficiles à suivre. Si on les regarde bien, il y a tellement de catégories. Il y a la cécité, la quasi-cécité, etc. Enfin, il y a plein de degrés qui sont très différent des critères appliqués en France, par exemple, dans ce barème. Ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi ce barème de 93 s'impose à la MDPH. Est-ce qu'il s'impose ou est-ce que les MDPH s'arrangent et interprètent un peu comme elles veulent? D'ailleurs, je ne vois pas très bien sur quoi on peut l'interpréter, Euh, parce que visiblement c'est le cas. Alors, là, vous pointez plusieurs choses, Claude et puis Christelle. Euh, Déjà, les différences d'interprétation. Euh, ça fait partie des constats qu'on a eus. C'est pour ça aussi qu'on a développé ces outils. Effectivement, il y a la loi, et la loi, bah, c'est le barème, très clairement. Et puis après, il y a ce qui en est fait, et il y a aussi le fait que, alors le champ visuel, il est obligatoire, mais la difficulté, et c'est pour ça qu'on avait développé le premier livret pour les équipes d'évaluation, c'est qu'ils sont perdus quand ils reçoivent ce document. En fait, ils ne savent pas comment l'interpréter, le champ visuel. Et donc, dans le livret, le premier livret pour les équipes pluridisciplinaires, on a tout un chapitre là-dessus. Je vous invite du coup, à le télécharger et à La regarder ce caméra, qu'il y a à oui. l'intérieur. Vraiment, on explique ça, comment on interprète ça. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à ça. Et c'est pour ça que c'est important, cette étape du remplissage du certificat médical, les retentissements, quitte à joindre un courrier explicatif, parce que justement, c'est ce qui va aider les équipes à comprendre les conséquences de ce qu'ils voient sur le champ visuel, mais qu'ils comprennent peut-être pas. Et vous allez leur dire, ben voilà, moi en vrai, dans ma vie, c'est ça qui se passe. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est pour ça que tout est lié, en fait. Mais on va le dire à qui? À la MDPH en Oui, joignant un... aux équipes, exactement. C'est ça. C'est en fait, quelque part, alors c'est un peu malheureux, vous allez me dire, mais c'est la seule façon de contourner les limites un peu qui sont posées, et qui sont très, très, très strictes, et qui laissent peu de place finalement à la réalité des personnes, à la réalité de ce qu'elles Oui. vivent dans le quotidien. Alors, sur le remplissage du dossier, effectivement, l'ophtalmo, le dernier que j'ai vu, a estimé que j'avais moins d'un vingtième, donc il a coché moins d'un vingtième. Puis après, il a coché toutes les cases et le remplissage du dossier lui a pris environ une minute.
Après, bon, chaque cas est différent, mais en tout cas, faut vraiment qu'ils soient Moi, encouragés à... Jean-Pierre, tu veux? oui, oui, je veux bien Oui, intervenir. En fait, je crois qu'on me voit pas. Ça fonctionne pas. on te voit pas, mais on t'entend déjà. Bon, ça fonctionne pas tout à fait normalement, mais si on m'entend, c'est bien. Donc, Oui, Jean-Pierre Gaillot, je suis le président de FAFAPRIDEV. Je relais, hein, je ne remplace pas, je relais Marie-Christine oui. Burquier, qui bien sûr est absente pour arrêt de maladie. Euh, Moi, ce que je peux dire de ce que je sais, c'est que il me semble qu'il y a deux types, ça a été souligné par Claude, deux types de population. Les gens qui sont en lien avec une professionnelle assistante sociale, et puis les gens qui font la demande peut-être seuls. Et je pense il y en a beaucoup en fait, hein. Il me semble que tout le monde ne passe pas par le relais d'une assistante sociale. Euh, Moi, je pense que il faut. Alors, nous avons essayé un petit peu un timide démarrage de prise de contact auprès des ophtalmos pour les sensibiliser à l'existence, au volet 2 et à l'existence de la vidéo. En fait, c'est pas du tout simple, je crois. Je pourrais m'en expliquer si vous voulez. Ce que je peux dire aussi, c'est que je crois qu'il faut c'est peut-être pas dans la ligne de la réunion ce matin, mais je crois qu'il faut aussi beaucoup sensibiliser nos adhérents et les gens qui vont seuls chez le médecin et chez l'ophtalmo pour bien les sensibiliser eux-mêmes parce que c'est quand même le premier interlocuteur de l'ophtalmo et de pouvoir le dire au moment de la prise de rendez-vous, il y aura un volet 2, ça prendra peut-être que quelques minutes, mais c'est important que ce volet soit bien rempli, quoi. Et c'est peut-être déjà par ce biais-là que les choses vont bouger plus facilement. Il me semble, hein, je ne sais pas. Oui, je suis assez d'accord. Claude? Alors, est-ce que c'est pas les médecins généralistes qu'il faut sensibiliser? Parce que c'est eux qui peuvent dire à leurs patients, parce qu'ils remplissent un certificat aussi, eux. Et c'est eux qui vont dire à leurs patients, quand vous allez voir l'ophtalmo, prévenez Oui, c'est vrai, c'est aussi les généralistes. Bien c'est sûr, aussi bien sûr, bien sûr. un relais, effectivement, vous avez raison, oui. Ouais. Tout à fait. Excusez-moi, je peux prendre la parole, Julie? Oui, Frédéric. Oui, je rejoins tout à fait Jean-Pierre et Claude sur la problématique de comment communiquer auprès de nos usagers, de nos adhérents et plus largement auprès du public déficient visuel. Je crois qu'il y a vraiment un énorme travail, et on se le dit très souvent à la fédération, d'essayer de trouver le moyen de toucher la majorité des ophtalmologues et des médecins généralistes. J'ai une question, Julie. Est-ce que dans l'accompagnement, donc dans le document qui sont transmis aux ophtalmologues, est-ce qu'il est mis l'accent sur un certain nombre de questions que l'ophtalmologue se doit de poser à la personne déficiente visuelle qu'elle a en face de lui? Alors, je m'explique. Parce que je pense qu'une personne déficiente visuelle, certes, on va lui demander de préparer son entretien, donc ce remplissage de documents avec son ophtalmologue, il va le préparer en amont, mais peut-être que le jour J, pour plusieurs raisons, hein, je veux dire de l'émotion, peut-être parce que problème de mémoire, il va probablement oublier de donner des informations et de faire des demandes. Donc ma question, c'est est-ce que les ophtalmologues ont des questions, un certain nombre de questions basiques à poser à leurs patients? Alors, dans le document, alors au début, on avait pensé à mettre une grille de questions. Alors, on ne l'a pas fait sous cette forme, mais on leur glisse aussi l'idée de prendre une journée type, de dérouler une journée type avec la personne. Mais après, c'est plutôt le manque de temps, moi, qui Oui, oui, m'inquiéterait oui. là-dedans. Et c'est pour ça que je crois que la Et meilleure moi, arme, c'est que vraiment le patient soit hyper préparé. Et oui, dans l'idéal, qu'il ait pu travailler ça en amont comme on le suggérait. Enfin, ça, c'est pour ceux qui sont pas seuls, hein, comme tu disais, Jean-Pierre, oui, qu'il ait pu travailler ça avec voilà. quelqu'un qui l'accompagne, ou même parfois, on avait même pensé à un aidant, enfin, en tout cas quelqu'un qui partage son quotidien et qui voit les difficultés. Parce que le médecin, lui, je suis pas persuadée. Après, il y a les questions qui sont dans le certificat, mais qui sont pas vraiment des questions très Voilà. formalisées, Voilà, hein. voilà, mais c'est Voilà, moi, je rejoins. l'objet de mon questionnement, si tu veux. C'est Ouais. qu'un ophtalmologue n'est pas à la place de la personne déficiente visuelle, on Mm, revient toujours à cette question-là, mm. et ne va
pas forcément penser à des questions qui peuvent être importantes dans la vie du quotidien d'une personne déficiente visuelle. Ouais. Mais si je peux, c'est Christelle qui parle, pardon. Oui. Si je peux vous donner mon retour personnel, moi, je me suis appuyée en fait sur mon orthoptiste qui, lui, a tout pré-rempli. Bon, bien sûr, il a fait le champ visuel, mais qui a tout pré-rempli en fait le formulaire pour l'ophtalmo, qui n'avait plus qu'à mettre son tampon. Donc ça aussi, c'est une solution qui est intéressante. Alors, c'est vrai que ça, effectivement, ça se pratique. Alors, on ne l'a pas écrit parce que normalement, c'est pas c'est au médecin de le faire. Ah, oui, oui, mais Mais on bon, sait on que se dans la débrouille comme on pratique. peut. Oui, voilà. Mais vous avez raison, hein, parce que après, de toute façon, dans les faits, il faut trouver des. Enfin, pas, c'est pas des combines, hein, parce qu'ils sont tout à fait compétents aussi, les orthoptistes. C'est juste qu'au regard de la loi, c'est vraiment le médecin qui doit remplir et signer. Mais vous avez raison, l'orthoptiste, souvent, il est d'une grande aide pour ça. Alors, on ne l'a pas écrit. Juste pour aussi rebondir sur ce que disait Frédéric, j'ai repris là, j'ai le document sous les yeux. Le document d'accompagnement pour les médecins. Alors, je suis où? Dans la page 3, une des pages centrales. Justement, si, on a mis quand même des éléments des exemples pour guider l'entretien. On a mis la chose suivante. Alors, c'est pas exhaustif, peut-être qu'il en manque, mais on leur recommande, et on avait vu ça avec Gérard Duperron, euh, d'aborder la lecture et l'écriture, les déplacements sans accompagnement, la capacité ou non à conduire quand il y a une perte de la vision centrale en vision de loin, le nombre de mots lus à la minute et le contrôle des gestes fins à table quand il y a une perte de vision centrale en vision de près, la reconnaissance des visages quand la perte concerne la vision intermédiaire, etc. On a mis des petits exemples comme ça. Bon, c'est des premiers éléments qui, eux, dans leur langage de médecin, vont leur parler. Et après, il y aura en face aussi les éléments que la personne va pouvoir apporter. Donc, c'est pas tout à fait une grille d'entretien, mais c'est un petit guide déjà. Et qu'on a vu aussi avec d'ailleurs Béatrice Lebaille. Ouais. Je veux bien réintervenir si c'est possible. Jean-Pierre. Oui, pour rejoindre un petit peu Claude tout à l'heure, en réalité, il faut faire un petit peu il faut être simplificateur du boulot du médecin, si on peut parler comme ça. Moi, la dernière fois que j'ai eu à remplir le certificat pour le médecin, c'était comment dire, c'était un enquiquinement administratif. Ça va très très vite, hein. Et peut-être que les ophtalmos, je crois deviner que les ophtalmos sont quand même beaucoup plus sensibilisés aux difficultés de leurs patients pour le faire, euh, pour le faire avec plus d'attention, de temps. Mais en tout cas, avec les médecins, enfin pour eux, c'est un casse-tête administratif. C'est ça leur, leur préoccupation. Enfin, pour l'expérience que j'ai eue, finalement, il ne faut pas généraliser non plus. Je sais Bon. pas si Bonjour, est-ce que je peux intervenir? Je sais pas Oui, si vous m'entendez. Oui, on vous entend. d'où est-ce que Bonjour. vous nous venez, Laura? Bonjour, ouais, pardon, j'ai eu un peu de mal à me connecter tout à l'heure. Je suis assistante sociale au centre Vitkoska à Sainte-Foy-les-Lyons, donc on fait partie de l'AVH. Voilà, donc moi je gère le service social donc du centre. On a un ESAT et des foyers, enfin un foyer d'hébergement, foyer de vie, un domicile collectif. Et moi, je m'occupe effectivement de toute la partie dossier MDPH, renouvellement, etc. Donc, c'est pour ça que votre webinaire et vos livrets sont très, très précieux pour moi, puisque effectivement, c'est une vraie mine d'or et je voulais rebondir parce que, en effet, on se rend compte que les consultations ophtalmo, souvent, c'est pour faire remplir le volet 2, c'est souvent des choses qui sont faites à la hâte. Alors, ça dépend des ophtalmos, bien sûr, mais souvent, on trouve le rendez-vous un peu en dernière minute, hâtivement, etc. Donc, c'est parfois rempli un peu à la hâte et j'aimerais du coup bien, enfin là, avec ce webinaire, je me dis que ce serait bien de pouvoir glisser, moi, parce que je fournis le certificat aux résidents ou aux travailleurs quand je leur demande de prendre rendez-vous avec leur ophtalmo.
Mais je vais glisser, je me dis que j'aimerais peut-être bien glisser un courrier un peu explicatif ou alors effectivement votre livret à destination des ophtalmos parce que je pense que ça peut être aidant. Alors peut-être qu'ils ne le liront pas tous, mais en tout cas pour ceux qui le liront, je pense que ça pourrait être bien. Donc j'ai pas compris où est-ce qu'on pouvait le trouver. Alors, donc, il y a un certain nombre de liens, je ne sais pas si vous les avez vus passer, Laura, Oui, qui oui, ont j'ai été mis dans la fenêtre de conversation par Anna. oui, j'ai Et déposé tous les documents, oui, Julie. voilà, merci Anna. Donc, globalement, vous allez sur notre site www.aveugledefrance, aveugle au pluriel, .org, dans la rubrique Tout savoir, puis ressources documentaires. Oui. Là, vous allez trouver nos livrets. La vidéo, elle est sur notre page, notre chaîne YouTube. Oui. Et voilà, vous retrouverez tout ce qui va bien avec. Et ben parfait. Et du coup, je profite aussi pour dire que on a eu une journée à la métropole de Lyon avec les membres des différentes MDPH, enfin MDMPH, Maison de la Métropole des personnes en situation de handicap et des ESAT et qu'on en a profité. En fait, on avait reçu vos petits livrets là quelques jours avant. Donc, on en a profité pour en imprimer, en distribuer au plus grand nombre. Donc, et Super. les personnes des MDPH étaient vraiment très intéressées. Merci beaucoup. Comme quoi, vous voyez, c'est vraiment les petits ruisseaux, hein, vous connaissez la Ouais. suite. Donc, Ouais. dès que vous avez des événements, faut vraiment pas hésiter. Ils sont accessibles, ils sont là pour ça, pour être diffusés. Et puis ensuite, ben, écoutez, nous, de toute façon, sur l'année qui vient, on va réfléchir à comment on pourrait toucher davantage les médecins. On se disait, on pensait peut-être, est-ce que si on organisait par territoire en soirée un petit événement, alors avec les petits fours qui vont bien pour que ça attire un peu plus de monde, voilà, pour convier les médecins et les sensibiliser un peu en diffusant la vidéo, peut-être en demandant aussi à des personnes déficientes visuelles de témoigner. Est-ce que ça peut être une façon de les toucher davantage? On sait que ça va pas être facile. Après, il y a des tas de relais possibles, hein. On va travailler toutes ces pistes en passant par des revues, en passant par des sites internet de la Société française d'ophtalmologie, peut-être. Enfin voilà, on a des idées, mais c'est sûr que ça remplacera pas de toute façon aussi toutes vos petites initiatives qui sont toutes très précieuses et parce que c'est vous qui êtes en lien avec vos territoires, hein. C'est vraiment le patient aussi qui a un rôle à jouer. Enfin, c'est un effort très collectif qui va devoir être fait pour que ça finisse par porter des fruits. Je veux bien rebondir, Oui, Julie. Jean-Pierre. Oui, je veux bien. Euh, pour ce qui est des ophtalmos, faire partager la petite expérience de sensibilisation qu'on a déjà commencé et qu'on souhaite poursuivre, notamment au moment des vœux, là. En fait, on a découvert que, enfin bon, c'est pas une découverte, mais je veux dire, on s'est rendu compte qu'il y avait deux types d'ophtalmos, les ophtalmos de ville qui traitent des pathologies, enfin, qui ont des patients tout à fait banaux, et qui n'ont pas, qui sont rarement en contact, à leur dire bien sûr, qui sont rarement en contact avec des déficiences visuelles sévères qui justifieraient un volet 2 à remplir. Et il semblerait que ces patients-là, en tout cas pour Lyon, ce qui n'est sûrement pas la généralité dans les autres villes, bien sûr, dans les villes moyennes, mais ce que je veux dire, c'est que ces patients-là, sévères, ils sont, oui, transmis par ces ophtalmos dans les pôles vision de la métropole lyonnaise. Les pôles vision, c'est-à-dire les, les groupes d'ophtalmos de 30, de 10, de 15, de 20 ophtalmos qui se développent beaucoup dans les cliniques, dans les centres hospitaliers. Et d'une certaine façon, ce serait beaucoup plus simple parce qu'il suffirait qu'on pousse la porte de ces gens-là et qu'on essaye de les rencontrer ou qu'on organise un événement. En tout cas, bon, ça, on l'a pas encore fait, mais en tout cas, c'est ce paysage-là ophtalmologique qu'on rencontre à Lyon. Et moi, je pense que, en tout cas, l'idée de Laura est à réfléchir.
d'un courrier type qu'il faudrait bien préparer et qui serait peut-être remis au patient, enfin seul, sûrement pas, mais en tout cas, quand le patient se présente chez le médecin ou chez l'ophtalmo, quoi, pour le volet. Mais le volet, le remplissage du volet, effectivement, il est très rapide, hein. Voilà, bon, c'est tout ce que je peux dire. Merci Jean-Pierre pour ton témoignage. Écoutez, je pense qu'on s'achemine tout doucement vers la fin de ce webinaire. Je vais mettre dans le chat, je vais vous la dire aussi oralement, je vais mettre dans le chat mon mail. Parce que je vois que des gens souhaitent le replay qui va effectivement exister. Donc il y a des gens que je connais déjà, mais il y a d'autres gens que je ne connais pas forcément et dont j'ai pas le mail. Donc si vous êtes intéressé par le replay, de toute façon, les membres du réseau le recevront probablement via un prochain bulletin. Mais je vous donne mon adresse pour que vous puissiez me le demander si on ne se connaît pas déjà. C'est J comme Julie, point Bertholon, Bertholon, arrobase, aveugle de France, aveugle au pluriel, .org. Voilà, si vous êtes intéressé par le replay, vous m'enverrez un mail pour me le signaler. Est-ce que tous ceux qui souhaitaient prendre la parole ont pu le faire? Oui, Visiblement, oui. oui, oui. Ah, Claude, tu voulais... Non? Non, ok. Non, non. Non, je disais oui, on a pu prendre la parole. Ça va. Moi, je voulais juste rajouter une petite précision, en fait. C'est que je parlais au niveau des adultes que j'accompagne moins, mais en tout cas pour les enfants, nous, on a quand même l'avantage sur notre CESAD d'avoir un médecin ophtalmo, alors qui n'est pas là dans les équipes au quotidien, mais en tout cas qui voit les enfants accompagnés au moins une fois dans l'année. Et du coup, on s'appuie beaucoup sur ce médecin-là, le docteur Romieux, qui remplit les CERFA ophtalmo, en fait. Donc nous, c'est quand même une chance qu'on a. C'est que du coup, elle a l'habitude de les compléter et elle connaît les projets des enfants. Et nous, en équipe, on fait ce qu'on appelle une fiche de pré-consultation la semaine avant la consultation en équipe et où du coup, on reprend un peu les suivis de l'enfant, l'enjeu de la consultation. S'il y a un renouvellement, moi, je le note aussi. Enfin, on le prépare avec les orthoptistes aussi. Donc, c'est vrai qu'on a quand même cette chance-là, nous, sur Montpellier, en tout cas, de pouvoir avoir la médecin ophtalmo qui remplit les CERFA ophtalmo. Et voilà, où je suis en lien avec elle par mail. Là encore, elle m'a envoyé des mails pour avoir des précisions sur les projets des enfants, pourquoi on fait telle demande. Donc, elle est quand même assez au fait des suivis des enfants. Et donc, c'est quand même intéressant d'avoir cet appui-là en plus. Ah oui, c'est sûr que c'est une grande aide, Voilà. effectivement. Bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, eh ben, il me reste à vous remercier pour votre participation. Et puis donc, je vous encourage à nouveau à faire un petit tour sur notre site, à vous emparer de tous les outils, à les diffuser. Et puis, mais pour toute question, on est également disponible, hein, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci, Julie. Puis, Merci. écoutez, on vous Merci. souhaite de belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Merci beaucoup. À vous Merci. de Merci, même. au revoir à tout le monde. Au revoir. Au Au revoir à revoir. tout le monde. Au revoir, bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.